Ce soir, nous vous proposons une plongée au cœur d'un service qui aura marqué l'histoire du renseignement et de la lutte contre le terrorisme en France. La DST, la Direction de surveillance du territoire, trois anciens responsables de ce service, Louis Caprioli, Jean-François Clerc et Michel Guérin, publient chez Mareuil Éditions la DST sur le front de la guerre contre le terrorisme. Deux d'entre eux sont avec nous ce soir, Jean-François Clerc et Michel Guérin. Bonsoir et bienvenue à tous les deux. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, beaucoup de mystères entourent le travail de la DST. Ce livre, c'est presque finalement le récit d'une sorte d'épopée clandestine. On y découvre, on peut le dire, les coulisses d'une guerre de l'ombre qui s'est jouée pendant des années. Jean-François Clerc, pour commencer, d'abord, comment est-ce que vous définiriez la DST? Est-ce que c'est un service secret ou c'est plutôt un service discret? Non, je pense que quand vous parlez de service discret, c'est une appellation qui convient, c'est l'appellation qui convient le mieux. Les services secrets, c'est par définition les services extérieurs qui font du renseignement. Nous sommes un service de sécurité, évidemment, bien longtemps, comme le dirait encore mieux que moi mon ami Michel, c'est un service qui a fait peu de publicité, peu d'informations extérieures. Et on lui a un petit peu reproché. Et c'est la raison pour laquelle, bon, que maintenant, la DST n'existe plus. Et donc, nous, en tant qu'anciens responsables de la lutte antiterroriste, on a estimé qu'il fallait quand même qu'on explique un peu ce qu'on avait fait. Voilà. Ça restera, donc faire un point donc, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a fait. Vous avez vécu effectivement beaucoup de choses. Je voudrais qu'on revienne sur la première expérience de lutte contre le terrorisme de la DST. C'était en Algérie en 1954. Vous avez subi, au moment où il y avait une série d'attaques menées notamment par le Front National de Libération qui réclamait donc l'indépendance de l'Algérie colonisée par la France. Comment, Michel Guérin, est-ce que la DST a appréhendé à l'époque cette première expérience de lutte contre le terrorisme? Écoutez, elle a appréhendé en mettant un maximum de moyens. Puisque vous savez, la DST était à l'époque un service assez récent, puisqu'elle a été créée en 1944, donc à la Libération, et avec comme mission principale le contre-espionnage. Bon, malheureusement, dès la fin de la guerre, il a fallu s'occuper des suites de cette guerre, voir si les Allemands n'avaient pas laissé des espions, s'occuper des collaborateurs, etc. Puis la guerre d'Algérie est arrivée très vite. Et la DST a mis à l'époque les trois quarts au moins de ses capacités sur ce qu'on appelait à l'époque, non pas la guerre d'Algérie, mais les événements d'Algérie. Et en particulier, bien entendu, elle a dû s'attacher à mettre en place des mesures contre le terrorisme qui sévissait à l'époque. Et alors, quel type de mesures précisément ? C'est-à-dire, c'est des mesures, vous savez, dans la DST, comme l'a dit Jean-François Clerc, c'est un service de sécurité, mais c'était aussi un service de renseignement. Bon, et donc le renseignement, on le fait comment ? Avec des sources humaines, avec des surveillances, avec des moyens techniques, et voilà comment... Des surveillances qui durent par exemple plusieurs mois, plusieurs semaines. Ça dépend des affaires. Ça dépend des affaires, ça peut durer plusieurs mois. Bon, à l'époque de la guerre d'Algérie, on a été confrontés non seulement en Algérie, mais en métropole à des actes terroristes. Donc il fallait réagir. Et en ce sens, évidemment, il a fallu faire des surveillances, avoir des sources d'ailleurs, ce qui nous a coûté cher, parce qu'on a eu un commissaire qui a été tué lors d'un contact avec une source. Et il a été trahi, et il y a même eu un passant de tué, c'était au soir Louis XVI à Paris. Donc c'était pas sans risque, mais on a procédé. Et comme on était à la fois un service de renseignement et un service de police, on était amené à arrêter évidemment de très nombreuses personnes, à démanteler des réseaux, à saisir des armes. On a fait ça de 54 à 62. Et effectivement, vous dites dans ce livre que la DST a payé un lourd tribut. Ça veut dire que les personnes qui s'engageaient à l'époque dans ce service étaient prêts finalement au sacrifice total, à donner leur vie pour répondre et honorer leur mission. Et vous savez, les fonctionnaires de la DST, leur mission première, c'est de protéger leurs concitoyens. De protéger les intérêts vitaux du pays, mais également leurs citoyens. Donc à partir de ce moment-là, oui, malheureusement, parfois, on a en face de nous des gens violents et le pire peut arriver. Et effectivement, il est arrivé à quelques reprises.
Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que pendant la guerre d'Algérie, 70 à 80% à peu près des effectifs de la DST ont été justement affectés à la lutte contre le terrorisme. Et que parallèlement, c'est ce qui a permis finalement peut-être aux espions du bloc de l'Est, donc en l'occurrence l'URSS, de proliférer sur le territoire français. Donc il a fallu un moment rattraper un certain retard aussi. Ouais, je dirais pas jusque-là. Disons que la guerre froide se mettait en place, c'est certain. Bon, déjà, les soviétiques avaient déjà de l'avance, hein, parce qu'ils avaient déjà un certain nombre de sources à l'extérieur, et sur le territoire français aussi. Bon, je dirais qu'on avait des alliés. On a un peu compté sur les alliés pendant cette période-là. Hein. Et nous, il y avait quand même encore du travail qui était fait, mais pas à la mesure de ce qu'il aurait dû être fait. Donc, effectivement, on a certainement pris un petit peu de retard qu'il a fallu rattraper à l'issue de la guerre d'Algérie dans les années 60. Mais on avait quand même, on faisait partie d'une alliance quand même, hein. Donc on était quand même appuyé. C'est pas satisfaisant parce qu'on aime bien être maître de ce qu'on fait, mais voilà, il fallait bien répondre d'une manière ou d'une autre. À partir des années 70, vous êtes confronté à une nouvelle forme de terrorisme. On entre, dites-vous, dans ce livre, dans l'ère du terrorisme international. En gros, à cette époque, des conflits qui sont extérieurs à la France viennent d'une certaine manière s'importer sur le territoire français. Vous citez par exemple l'exemple en point de départ, cette prise d'otage au JO de Munich en 1972, suivie par la réponse israélienne et notamment les assassinats ciblés qui ont été menés par l'État israélien sur le territoire français. Comment est-ce que vous gériez ces assassinats ciblés? Parce que là, les auteurs ne sont plus des organisations considérées comme terroristes, ce sont des États. Comment est-ce qu'on gère cette nouvelle forme de terrorisme? On gère de façon technique, hein, parce que dans la lutte contre le terrorisme, ce sont des enquêtes un peu particulières, puisque ça concerne le terrorisme, mais des enquêtes contre le terrorisme. Il y a une dimension qui échappait totalement à la DST, c'est la dimension diplomatique, vous comprenez bien. Hein. Bon, mais le rôle de la DST à l'époque était, tant que faire se peut, d'éviter ces attaques, ces assassinats, hein, et puis, comme vous l'avez dit, ou ces attentats, et puis, bien entendu, d'arrêter les auteurs et d'informer les autorités sur l'origine de toutes ces attaques. Bon, voilà. Donc, effectivement, 70, c'est l'arrivée de ce qu'on appelait à l'époque le terrorisme moderne. Enfin, bon, il y en a eu bien d'autres. Et il a fallu se réorienter sur cette menace qui était une menace bien particulière. C'est ce qui explique, si vous me permettez, la création d'une division spécialisée en matière de contre-terrorisme en 1974. À la suite de ces assassinats qu'on a vu en France, et puis aussi au démantèlement d'un réseau d'extrémistes turcs qui avait monté une base dans la région parisienne avec armes et explosifs. Donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui était en train de s'installer en France. Et après, on n'a pas été démenti. Quand on a créé la division antiterroriste, on a démantelé un réseau de l'armée rouge japonaise, qui était une petite organisation terroriste, mais particulièrement violente, liée au FPLP palestinien. Et puis après, il y a eu l'affaire Carlos, malheureusement, où deux de nos officiers ont été tués par un malheureux concours de circonstances et leur chef de service très grièvement blessé. Là, on était en pleine pente ascendante. Vous êtes aussi confronté à un autre aspect du terrorisme, c'est toutes les attaques qui ciblent les citoyens ou les intérêts français à l'étranger. Dans ces cas-là, comment ça se passe? La DST travaille sous couverture à l'étranger ou est-ce que vous collaborez avec les gouvernements des pays concernés? Non, la DST était un service de renseignement intérieur, de sécurité intérieure, et donc avec un réseau de contacts à l'étranger extrêmement, je dis bien extrêmement étendu, parce que dans le domaine du renseignement, vous savez, les deux principales sources, ce sont les sources humaines et la coopération internationale. Bon, chose que les médias parfois oublient ou ne savent pas. Dès lors qu'il y en a tant, on dit il faudrait que les services coopèrent beaucoup plus. En fait, ça prouve tout simplement ou la méconnaissance ou parfois une petite mauvaise volonté à vouloir comprendre. Les services coopèrent énormément. C'est une force, et singulièrement dans le domaine du terrorisme, qui concerne tout le monde. Donc voilà. Donc la DST
avait, et la DGSI qui est le service qui lui a succédé via la DCRI, a énormément de contacts à l'étranger avec les services locaux et coopère avec ces services locaux pour avoir les informations et également pour effectuer des actes judiciaires dans le cas de commissions rogatoires internationales que délivrent donc les magistrats français pour aller acter dans ces pays-là, toujours en liaison avec les services locaux, bien entendu. Un peu plus tard, dans les années 90, apparaît une autre forme de djihadisme, le djihadisme sunnite. Et là, la particularité, c'est que on se rend compte qu'il y a moins de structures, il n'y a pas forcément d'organigramme qui permet d'établir les liens entre les différents individus. Les liens sont plus difficiles, en tout cas, à faire. J'imagine que ça a dû peut-être complexifier votre mission. Oui, comment est-ce qu'on s'adapte à ces évolutions ? Ça a été un tournant. Nous, on a connu effectivement dans les années 80, les années 70 et les années 80, un terrorisme lié à des États, fait par des organisations, mettant en œuvre des gens qui venaient de l'extérieur, la plupart du temps. Et donc, avec le rideau de fer qui permettait aux organisations non pas d'être instrumentalisées, mais de se cacher avec la bénédiction des pays concernés là-bas. Et après, il y a eu la chute du mur. Les États ont commencé à laisser tomber les organisations parce qu'elles ne voulaient pas se faire mal voir. Ils ne voulaient pas se faire mal voir. Et puis l'apparition, surtout avec la situation en Afghanistan et, pour nous, surtout la situation en Algérie, l'arrivée d'un terrorisme de nature différente. Et là, ce terrorisme, Michel pourrait dire mieux que moi, mais ce que je peux dire, c'est qu'on a affaire à des individus qui sont dans notre société. C'est plus des gens, c'est plus des membres d'organisations, ce sont des gens qui, il va y avoir bien sûr des attentats organisés par Daesh, etc., en utilisant ce type de gens-là, mais on voit de plus en plus des initiatives individuelles, puis des gens qui ont été s'entraîner à l'extérieur. Et c'est extrêmement difficile de pouvoir surveiller tout le monde. De pouvoir surveiller tout le monde, et notamment lorsque, on l'a beaucoup vu ces dernières années, la radicalisation se fait en ligne sur Internet et on voit effectivement une démultiplication peut-être des profils de loups solitaires. Alors il y a un tournant que je voudrais évoquer avec vous, c'est évidemment le 11 septembre 2001 qui a quand même été un véritable tournant, cataclysme, on peut le dire, dans l'histoire du terrorisme. Comment est-ce que vous, à l'époque, vous avez vécu ces événements du 11 septembre 2001 ? Malheureusement, on n'a pas été surpris. Voilà, il faut bien comprendre cela. Comme l'a dit Jean-François Clerc, le tournant, et comme vous-même vous l'avez évoqué, lorsqu'est apparu ce qu'on appelle maintenant le terrorisme djihadiste, bon, avant on l'appelait ça les moudjahidines, enfin peu importe, bon, parce que jusqu'alors on avait affaire à des organisations qui étaient bien structurées, avec un chef, un responsable opérationnel, un responsable financier et des cellules. Bon, les djihadistes sunnites, eux, ce sont des petits groupes qui n'ont aucun lien entre eux, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et nous, on avait vu arriver ça en France, mais également ailleurs, dans les années 90. Donc il faut bien comprendre qu'en France, entre l'attentat de Port-Royal qui a eu donc en décembre 96, jusqu'au 11 septembre, et même beaucoup plus loin, jusqu'à la fin de la DST en 2008, il n'y a plus d'attentats d'origine djihadiste, parce qu'ils étaient arrêtés avant. Bon, donc, si vous voulez, le 11 septembre n'a pas été une surprise. Alors évidemment, bon, c'est un C'est ça qui est intéressant. Vous dites que ça n'a pas été une surprise. Vous avez justement, vous, dans l'exercice de votre métier, vu évoluer au fil des années le terrorisme. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de nous dire à quoi ressemblera le terrorisme de demain ? Écoutez, on peut déjà vous parler du terrorisme actuel. Hein. C'est-à-dire, vous avez bien compris que pour organiser un attentat comme le 11 septembre, il faut des moyens logistiques et une préparation énorme. Donc, il faut au moins une grosse structure derrière. Bon, cette structure n'existe plus. Et donc, les groupes djihadistes, Al-Qaïda, État islamique, etc., sont passés à une théorie qui avait déjà été évoquée au début du XXe siècle, par un penseur d'Al-Qaïda qui s'appelait Abu Musab al-Souri, qui grosso modo, alors moi, je vais faire très, très simple, disait c'est pas l'organisation qui compte, c'est l'idée. Donc tout ça pour dire que n'importe qui peut agir avec ses moyens à lui, c'est-à-dire un couteau, un marteau, etc. Un camion. Donc on passe au niveau individuel. Voilà.
On passe au niveau individuel, il nous reste malheureusement une dizaine de secondes. Simplement, les Jeux Olympiques et Paralympiques démarrent dans un mois à Paris. Oui. On doit s'attendre, la menace terroriste sera Il y aura sûrement des gens, des esprits pour faire quelque chose, c'est sûr. Hein. Maintenant, c'est pour ça que les services sont en alerte. Oui. Maintenant, bon, les services ont quand même pas mal de moyens. Maintenant, nous, on a vécu dans une période plus artisanale. Hein. Tout rang événement attire forcément des organisations terroristes parce que dans le terrorisme, il y a l'effet de résonance. Voilà. Et ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux, Jean-François Clerc et Michel Guérin. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La DST sur le front de la guerre contre le terrorisme.